Pour un petit peu l'histoire de Cannes. Alors, je reprends quelques points rapidement qu'on a déjà vus les dernières fois, mais bon, un petit rappel. Alors, le nom de Cannes, hein, le nom de Cannes, c'est du ligure. Cannes, K-A-N, ça vient de K-A-N, ça vient pas du tout des roseaux, parce que des roseaux, vous en avez partout autour de la Méditerranée, autour de on n'a pas donné le nom à la ville de Cannes, à l'endroit, parce qu'il y avait des roseaux vers la gare SNCF. Ça, c'est parce qu'il y a des roseaux, il y en avait partout, à Nice, à Cannes-sur-Mer, il y en avait partout. Par contre, ce qui est symbolique au niveau de la toponymie de la ville de Cannes, c'est le Suquet, cette butte, cette petite colline qui est juste le long de la mer. Hein. Il y a d'autres collines, vous avez Mougins, etc. Mais le long de la mer, la commune de Cannes, c'est ce Suquet. Et en langue ligure, donc les Ligures, c'était des gens, des Celtes, c'était une des branches des Celtes, donc c'est avant les Romains, donc on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, et ils avaient une langue. Bon. Et ce qui nous est resté, c'est des lieux géographiques, des cours d'eau, comme la Siagne, c'est un mot ligure, qui veut dire la rivière. C'est des restes, des petits restes qui sont toujours actuels. Et donc, le nom de Cannes, ça vient du ligure K-A-N, qui veut dire la butte, le petit rocher, la petite hauteur. Et vous avez actuellement Cagnes-sur-Mer. Hein, vous voyez à côté de l'hippodrome, la vieille ville de Cagnes-sur-Mer, le Creux de Cannes, tout ça, c'est une butte. Donc c'était une butte. Et c'est ça qui a donné le nom actuel de Cannes. C'est donc un nom ligure. À chaque fois qu'on dit Cannes, c'est la francisation d'un mot ligure. Bon, c'est une vieille histoire. Et après, quand on est passé à l'époque provençale, cette butte s'est appelée le Suquet. Hein, et ça s'appelle toujours le Suquet. Et le Suquet en provençal, ça veut dire le sommet, ça veut dire la même chose. Le sommet, la tête. Et c'est l'idée de hauteur. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Et vous avez un autre truc qui dit exactement la même chose, c'est, suivant la langue, vous avez, on appelle également Notre-Dame d'Espérance, suivant les époques, c'était Notre-Dame du Puy. Hein, Notre-Dame du Puy, P-U-Y. Hein, c'était pas un puits d'eau, mais c'était P-U-Y. Et c'est la même chose que vous avez le puits en Velay. C'est exactement la même chose parce que la langue occitane, enfin la langue provençale, remontait jusqu'au Puy-en-Velay, mais vraiment au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est ce qui caractérise le Puy-en-Velay, c'est cette espèce de proéminence, cette butte où il y a une église. Donc c'est la même chose. Donc que ce soit en ligure, que ce soit en provençal, c'est toujours cette butte qui caractérise géographique, qui a caractérisé la petite histoire l'histoire du lieu géographique. Alors, voilà. Alors, la Vierge Noire, on n'en est pas très loin, y compris à Cannes, parce que le Suquet lui-même, il a été détruit, envahi. Toutes les époques, toutes les civilisations ont passé, les Romains, après les comtes de Provence, et tout le monde y a construit et détruit. Alors, le problème en archéologie pour cette butte, pour la Vierge Noire, etc., c'est de savoir à quelle époque le Suquet a été habité la première fois. Donc réponse, on ne sait pas, parce qu'on a tellement détruit et reconstruit, mais il y a de fortes chances, pour en revenir à la Vierge Noire, que il y aurait peut-être eu un culte antique sur cette hauteur. Et une fois que le christianisme est arrivé dans la région, on a fait une chapelle catholique, une église catholique, mais il y a de fortes chances, il n'y a pas de preuves, hein, mais il y a de fortes chances que le Suquet, il y a toujours eu une empreinte religieuse liée aux îles, avec des cultes antiques, mais il y a de fortes chances que Notre-Dame d'Espérance, qui est l'église actuelle, sur son site, exactement au même endroit, il y avait un culte antique. Alors ça peut être Diane, ça peut être un culte féminin antique. Pourquoi c'est pas une hypothèse totalement à rejeter? Parce que vous avez d'autres exemples. Par exemple, à Marseille, Notre-Dame de la Garde, il y avait des cultes antiques à Diane, à peu près au même endroit. Donc il y a une pérennité des pratiques religieuses, des pratiques commerciales sur des siècles et des siècles. Alors à Cannes, on n'aura jamais, je vous dis, tout a été détruit et reconstruit, on n'aura jamais de preuves. Mais il devait y avoir des cultes antiques sur cette butte.
Alors, les autres endroits de Cannes, en même temps, donc il n'y a pas de date de fondation, quand est-ce que la ville de Cannes, la bourgade a commencé, on ne sait pas, il n'y a pas... c'était un petit village de pêcheurs, quelle que soit l'époque, de pêcheurs ligures, de pêcheurs romains ou de commerçants, donc il n'y a pas un acte politique, il n'y a pas eu de bataille, il ne s'est rien passé de particulier qui nous permet de dire quand est-ce que les premiers habitants se sont établis sur le Suquet. Alors, on pense que les premiers habitants sur la commune de Cannes, en fait, ils se sont établis à 3 endroits différents. Alors, il y en avait dans le Suquet parce que pour ceux qui avaient une activité maritime, qui étaient pêcheurs, on mettait le bateau sur la Pentière, on remontait le bateau sur la Pentière, ils étaient juste là, ils avaient juste leur maison, c'était très commode. Mais il y a 2 autres endroits sur la commune de Cannes qui ont toujours été utilisés, ils sont très vieux. Alors c'est Saint-Nicolas, Saint-Nicolas c'est le lycée Bristol, c'est derrière la gare SNCF, c'est la butte qui est derrière la gare SNCF. Et à l'époque romaine, la gare SNCF, c'était la plage. Hein, la rue d'Antibes, la rue Hoche et tout ça, c'était dans l'eau. Hein. Monsieur l'adjoint, le niveau de la mer remontait, attention, hein. Ça s'est monté d'un cran. Donc ça, c'était des roseaux, et la vraie habitation, c'était sur cette colline du lycée Bristol, de Saint-Nicolas, parce que c'est abrité des vents, c'est agréable, etc. C'était là où, en même temps que le Suquet, c'était là la première habitation. Et l'autre endroit, bien entendu, c'est la butte Saint-Cassien. Hein, Saint-Cassien alors là, il y a toujours eu du commerce, même avec les Ligures, même avec les Romains, vers Grasse, qui remontaient, parce qu'il y avait, à l'époque romaine, par exemple, vous aviez des voies alpines qui partaient disons, de la vallée de Pégoma, de la vallée de la Siane, qui remontait à Grasse et qui allait à Digne. La route Napoléon, elle existait déjà, pas exactement au même endroit, mais en gros, le même tracé, elle existait déjà dans les Ligures, 6 siècles avant Jésus-Christ. Ces routes dans les Alpes qui allaient jusqu'à Grenoble, etc., ça existait. Alors après, les Romains, ils ont construit des grandes routes, etc., mais si vous voulez, il y a toujours eu des gens, un commerce. Et par exemple, on a du 3e siècle avant Jésus-Christ, on a des objets, des poteries qui ont été trouvées dans les fouilles de l'île Sainte-Marguerite et qui prouvent qu'il y avait un commerce de poterie qui se trouve actuellement en République tchèque. Donc il y a des objets qui ont été fabriqués au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été fabriqués en République tchèque actuellement, et qui ont été exportés au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui sont arrivés pour être vendus, ou pour partir ailleurs, en Méditerranée, qui sont passés par l'île Sainte-Marguerite. Donc il y avait un commerce, et ça passait par les montagnes. Hein. Ça passait par les montagnes, vous avez le temps, avec des mulets, etc. Mais il y avait tout un commerce. Et donc la butte de Saint-Cassien, qui n'avait pas exactement la même forme suivant les époques, elle a été reconstruite, poussée, agrandie. Enfin, il y a une structure, une vieille structure rocheuse dans la butte Saint-Cassien, et puis ça a été un petit peu élargi suivant les époques. Mais ça a toujours été un lieu important de commerce et d'habitation. Donc 3 lieux, le Suquet, Saint-Nicolas et la butte de Saint-Cassien. La même commune, 3 groupes de villages. Et ces habitants, ils avaient, quelle que soit l'époque romaine ou ligure, ils avaient le même genre de vie, parce qu'ils étaient liés à la mer et au commerce. Ce n'étaient pas des agriculteurs. Leur activité, c'était les îles, le commerce, le cabotage avec Rome, avec la Grèce, avec tout ce que vous voulez, avec Marseille, Phocéen, mais c'était des gens liés à la mer. Et on a des récits de Romains qui disaient que les Ligures étaient des peuples maritimes et qui pratiquaient la piraterie. Et donc, dans l'histoire de Cannes, si vous voulez, toute la Provence, donc l'Empire romain a commencé, bien par définition même, en Italie, et après ils ont eu la province, ils ont conquis l'Espagne. Il y avait un trou au milieu, c'était la Provence, où ils ont laissé les Ligures. Donc les Ligures, un jour ou l'autre, ils se faisaient avoir, il y a eu des tas de batailles, et il y a eu une grande bataille qui logiquement, alors c'est la bataille des Gitna, alors le quartier général, la grande ville des Ligures, c'est le terme, on a le nom, comment elle s'appelait, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, mais ça s'appelait Gitna. Alors il y a des gens qui ont dit c'était du côté de la Rague, c'était du côté d'Antibes, c'était Juan-les-Pins. Actuellement, les historiens diraient plutôt c'est
À la Napoule, c'est la montagne de Saint-Pierre. Saint-Pierre, derrière la Napoule, derrière le port de la Napoule, voilà, c'est là, et c'est là que logiquement, c'était là l'état-major, si vous voulez, la grande ville des Ligures, et leur port, le port Ligure, parce qu'on parle d'un port, et Cannes techniquement n'a jamais été un port, c'était un abri côtier, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais un port, il y a une digue, et le seul endroit où, sur la côte du temps des Ligures, donc là je vous parle de 6 siècles avant Jésus-Christ, ça aurait été le port actuel de la Rague. Hein, la Rague qui rentre bien à l'intérieur. Alors, il n'y avait pas énormément de bateaux, hein, les Ligures, hein, c'était pas une flotte, etc. Mais ils avaient du cabotage, etc. Voilà. Donc, Cannes est parti à différents endroits il a fallu des siècles et des siècles pour que la ville de Cannes soit construite, si vous voulez, du moins jusqu'à Notre-Dame de Bon Voyage. Alors, je passe les époques. La construction de la petite bourgade de Cannes, la rue Ménadier, rue Félix-Faure et si vous voulez tous la rue d'Antibes jusqu'à Notre-Dame de Bon-Voyage, il s'est passé un événement en 1580 ou 80-90. Alors, j'étais pas là, les historiens le racontent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Il y aurait eu une apparition de la Vierge à Cannes, parce qu'on parle de la Vierge, alors c'était pas la Vierge de Tubby, mais en tout cas c'était la Vierge qui serait apparue et qui aurait dit à une simple bergère qui avait ses moutons rue Bivouac-Napoléon, rue Notre-Dame, etc., dans ce coin-là, derrière le Majestic, si vous voulez, qui lui aurait dit tu peux dire aux Cannois que maintenant vous pouvez construire votre ville dans la plaine, le long de la mer, et qu'il n'y a plus de danger de sarrasins, de pirates, vous êtes en sécurité, et à partir, en tout cas, alors il y a eu une petite église qui a été construite, c'est Notre-Dame de Bonport, après qui s'appelait Notre-Dame de Bon Voyage, et puis actuellement vous avez une grande église où Napoléon a bivouaqué juste à côté, il a passé 4 heures simplement, mais il était là, mais c'est en tout cas en 1580-90, les Cannois décident, on commence à construire la rue Ménadier, rue Félix-Faure, parce que jusqu'à présent, il restait à l'intérieur de cette butte qui les protégeait. Alors, le fait que ce soit une butte, alors c'est pareil pour Mougins, tous les endroits un petit peu on construisait, alors les Ligures faisaient déjà ça, ils habitaient non pas dans les plaines, mais pour des raisons de sécurité, les Ligures habitaient en haut des montagnes, etc. Et ils faisaient des fortifications. Donc l'idée, pendant des siècles, jusqu'au XVIe siècle, Cannes est restée à l'intérieur de ses murs. Et là, on en revient au moulin Fortville, qui était Fortville, ça veut dire en dehors, fort, en dehors de la ville. Hein. Donc tout ça, la rue, la Miséricorde, tout ça, c'était en dehors de la ville. Hein. Donc Cannes a été toujours une petite ville. Hein. La population, comme je disais, vivait de l'agriculture très peu, mais surtout de la pêche et du commerce. Ils exportaient les différents produits de Grasse ils y votaient. Vous voyez, toutes les maisons actuelles du Suquet, c'est des petites maisons. Hein. C'était pas des gens riches, mais ils avaient une vie comme ils pouvaient. Mais bon, il n'y a jamais personne n'a fait fortune à Cannes. C'était ils votaient. Les gens qui faisaient fortune, c'était dans la région, c'est les gens à Grasse qui sont partis dans l'industrie du gant et du gant pour les gantiers. Et après, ça donnait le parfum. Mais Grasse a toujours été une ville industrielle. Ça a été un évêché, etc. Donc, si vous voulez, les grandes fortunes étaient à Grasse, mais pas à Cannes. Et jusqu'à la Révolution française, vous aviez la première ville, à la Révolution française, vous aviez en population, hein, il y avait Grasse, deuxième ville de l'arrondissement, alors je parle l'arrondissement de Grasse, hein, je ne parle pas de Nice, hein, mais qui allait à la Révolution française, c'était pas la France. Hein, donc, alors voilà, donc il y a c'est hors sujet, hein, par définition. Donc vous aviez à la Révolution française, première ville de l'arrondissement Grasse, deuxième ville, c'était où ? À Antibes, oui, bravo, c'était Antibes, le deuxième, avec une ville importante, une ville de garnison. Troisième ville, enfin ville...
Non, non, non. Alors, l'arrondissement de Grasse. L'arrondissement de Grasse, 3. Alors, il n'y a toujours pas Cannes, hein. Vous voyez, il n'y a toujours pas Cannes. Hein. Alors, Mougins est par sur nous. C'était à peu près la même population. C'était Mougins. Mougins a toujours été une population beaucoup plus importante, plus riche, etc. Alors, plus d'agriculteurs par définition, mais Mougins, c'était important. Et numéro 4, vous aviez Cannes. Hein. Ça, c'est la Révolution française. Et à la Révolution française, il y avait un peu moins de 3000 habitants sur l'ensemble de la commune de Cannes. Hein. Donc il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Et voilà. Alors, une des particularités, je suis dans les particularités, je suis dans une conférence, c'est quoi les Cannois. Donc, vous aviez la présence de la police, la police et la justice ont toujours été à Grasse. La prison a toujours été à Grasse, les juges ont toujours été à Grasse. Enfin, exactement en 1244, l'évêque était à Antibes, jusqu'à 1244, l'évêque était à Antibes, et il y avait eu trop de pirates, de corsaires, etc. Et l'évêque d'Antibes a dit, ça ferait une guerre de religion, il ne faut pas que l'évêque soit capturé par des Mauresques et autres pirates. Donc, pour sa sécurité, on transfère l'évêché à Grasse. Donc, l'évêché est monté à Grasse, et donc c'est là, à partir de là, où la ville de Grasse, qui a toujours été une ville, dès cette époque, la ville de Grasse a des traités commerciaux avec Pise, avec Gênes, avec beaucoup de villes italiennes, et les Cannois en profitent, parce que les Cannois, c'est un peu les marins des Grassois. Hein. C'est eux qui exportent. Et je disais que donc à Cannes, il n'y a jamais eu. Donc la police était à Grasse, la police, la justice, la prison, comme de nos jours, exactement ça n'a pas changé. Il y avait une garnison, je disais tout à l'heure, à Antibes important, et la présence de l'État à Cannes était très réduite. Il n'y avait pas, j'ai parlé de Sainte-Marguerite, mais il n'y avait pas de garnison, il y avait 3 douaniers c'était très réduit. Et les Cannois s'étaient fait une spécialité jusqu'à la Révolution française d'être un petit peu faux monnayeurs. Ils faisaient du trafic. Ils trafiquaient avec l'Italie, avec leurs bateaux, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Les services de l'État n'étaient pas basés sur Cannes, et ils faisaient du trafic avec les bateaux, la marchandise un peu rentrait illégalement. Au Moyen-Âge, ils trafiquaient pour ce qui valait beaucoup d'argent, c'était le sel. Le sel avait eu ça a rapporté beaucoup d'argent, donc ils faisaient un trafic de sel pour ne pas payer les droits qui s'appliquaient au sel. Et les Cannois étaient un petit peu spécialisés là-dedans. Et donc, là, j'en étais dans la population, etc. Alors, la population de Cannes, j'en reviens, c'était le 4e endroit, ou 5e endroit de l'arrondissement de Grasse en population. Et je vous disais, à peu près 3000 habitants à la Révolution française sur la totalité de la commune de Cannes, hein, les petits hameaux, la totalité. Et sur ces 3000 habitants, vous aviez à peu près la moitié qui habitait l'île Sainte-Marguerite. Voilà, donc c'est pour ça que vous prenez le Suquet, il n'y a pas beaucoup d'habitations. C'est parce qu'une partie importante de la population cannoise, qui était comptabilisée comme cannois, c'était des militaires qui habitaient l'île Sainte-Marguerite. Ils étaient à l'île Sainte-Marguerite avec leur famille. Hein. Et les familles, les dortoirs n'ont pas changé. Les officiers avaient des maisons dans la place d'Armes, etc. Vous voyez à l'île Sainte-Marguerite, les maisons surélevées, c'était pour les officiers. Et tout le reste, les sous-officiers, les hommes de rang, c'était des dortoirs, comme c'est le cas actuellement. Hein. C'était des dortoirs, et ils vivaient avec leur famille. Et donc, une partie importante de la population était basée non en fait de Cannes, qui était comptabilisée comme cannois, c'était en fait habiter l'île Sainte-Marguerite. Ça, c'est une particularité. Et la présence de cette garnison faisait que, premièrement, pour les jeunes filles de Cannes, c'était beaucoup plus facile de se marier, parce qu'il y avait plein d'hommes à marier à l'île Sainte-Marguerite. Il y avait un potentiel, c'était plus simple. Bien entendu, il fallait nourrir la garnison, etc., etc. Ça rapportait de l'argent. Il y avait tout un commerce qui était organisé pour fournir la nourriture à tous ces militaires. À peu près, par exemple, sous la grande époque du masque de fer, pour revenir aux gens célèbres qui sont passés à Cannes pendant 11 ans, il y avait à peu près
600 à 700 personnes en permanence dans le fort de l'île Sainte-Marguerite. Donc ça fait du commerce, ça fait de l'activité. Voilà. Alors, au niveau navigation, parce que je peux parler de navigation, à Cannes, donc vous oubliez bien entendu toutes les voies de communication terrestres, c'était très compliqué. Vous aviez à traverser l'Estérel, qui était très compliqué. À partir de 1690, il y a le bagne à Toulon, et les bagnards qui arrivent, les quelques bagnards qui arrivent à s'échapper du bagne de Toulon, ils prenaient refuge dans l'Estérel, parce qu'il y a plein de grottes. Le bagne, alors le bagne, dans un premier temps, à Toulon, dans le port, là où il y a l'amirauté, en plein dans l'Arsenal, à l'entrée, là où il y a le musée actuel dans Toulon, là, dans le musée militaire, c'est un bâtiment à l'intérieur du bagne. Voilà. Et alors, dans un premier temps, c'était des bâtiments, et après, ils ont trouvé, enfin, la France a trouvé l'idée géniale, on va faire des bagnes flottants sur des barques. Et comme ça, s'il y a une émeute, on enlève l'eau parce qu'ils étaient avec des chaînes et comme ça, tout le monde coulait. Ils étaient tous morts. Et donc l'émeute était arrêtée immédiatement. Enfin bon, je sais pas, pour les premiers ministres, on va pas voilà, c'est pas la solution. On va les soumettre des idées, mais pour se débarrasser des balles. Alors, j'en étais à l'Estérel. Donc si vous voulez, l'Estérel, géographiquement, en diligence, quelle que soit l'époque, ça a toujours été très compliqué parce qu'il faut monter pour arriver jusqu'à Fréjus. C'est quand même une petite expédition. Et en plus, il y avait tous les bandits et autres qui habitaient l'Estérel. Et donc, le commerce, en fait, il passait par la voie maritime. On en revient à nos bateaux. Le commerce, c'était maritime parce que c'était beaucoup moins dangereux et beaucoup plus sûr de passer par la voie maritime. Alors, il y avait, quelles que soient les époques, il y a toujours eu la grande ligne de navigation. En fait, on prenait, alors il y avait les gros bateaux, etc., qui arrivaient de Marseille ou de Gênes, bon, c'est d'accord, mais les plus petites embarcations et les plus petites choses de commerce, on prenait des bateaux à Saint-Tropez. On arrivait de Toulon, de Marseille par Hyères, etc., en voie terrestre. On prenait un bateau à Saint-Tropez et après on arrivait jusqu'à Cannes, Antibes et Nice. Parce qu'après Nice aussi, Aise et tout ça, c'était compliqué pour traverser les montagnes, etc. Donc la voie maritime, il y a eu toujours jusqu'à la Révolution française, il y a toujours eu des bateaux qui, 2 fois par semaine, c'était le mardi et le vendredi, donc ils partaient de Saint-Tropez et ils allaient jusqu'à Rome, en suivant la côte. Et donc on montait sur le bateau, on descendait où on voulait, on s'arrêtait à Pise, etc. On faisait jusqu'à Rome et après le bateau revenait dans l'autre sens. Et il y avait pour les passagers, pour les marchandises. Donc il y a toujours eu du commerce maritime. Alors le commerce maritime, ce qu'il faut comprendre suivant les époques, quelle que soit l'époque, jusqu'à l'invention de la marine à vapeur, la marine, les moteurs, en fait, que ce soit les Romains, que ce soit Louis XIV, etc., la Méditerranée, elle est très dangereuse les mois d'hiver. Il y a des tempêtes. Je ne sais pas, on verra demain, et donc, la navigation en Méditerranée, c'est d'avril à octobre. Et donc, quels que soient les bateaux, parce qu'après c'est trop dangereux, si le bateau dérive, il va sur les rochers et toute la cargaison coule et tout est perdu. Donc les commerçants, le commerce, c'était donc d'avril à octobre. Alors ça, c'est un élément important, parce que l'élément qui est sous-jacent à ça, ça veut dire que les pirates, les sarrasins, les corsaires, enfin tout ce que vous voulez, ceux qui foutaient un peu la panique, en fait, en Méditerranée, en hiver, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là parce qu'eux aussi, ils ne voulaient pas couler. Donc les actes de piraterie, que ce soit tous les sarrasins et tout ça, ça a été les mois d'été. Donc la population, ce sera important pour une population pour Cannes, parce que les mois de danger, c'était uniquement les mois d'été. Donc les mois d'hiver, ils étaient tranquilles. Alors, ils regardaient ce qui arrivait, etc. Mais les mois dangereux, c'était les mois d'été. Et les Cannois et les Antibois, enfin toute la région, dès qu'ils avaient un petit peu d'argent, ils s'achetaient en gros une maison de secours, une maison secondaire. Alors ça pouvait être à Cossol, très haut dans la montagne.
Et en cas de danger, de guerre, d'actes de piraterie ou de maladie, de peste, tout le monde montait, se réfugier en haut, parce que le danger était sur la mer. Et donc les mois d'été, parfois toute la population, enfin une bonne partie, ceux qui arrivaient physiquement, etc., à monter dans la montagne, se réfugiaient, y passaient 1 ou 2 mois et d'attendre que ça passe. Donc si vous voulez, les Sarrasins et autres pirates qui ont contrôlé la Méditerranée du 8e jusqu'à l'an 1000, si vous voulez, pendant 2 siècles et demi, ils ont totalement contrôlé la région. La population, alors là c'était à plein temps, mais la population est montée, à chaque fois montée dans les montagnes, hein, se réfugier. Et également, je le disais à l'instant, pour la peste et autres épidémies, le choléra, sous Constantin le Grand, il y a une énorme peste qui est partie de Constantinople et qui a ravagé toute la Méditerranée. Les grandes épidémies, la peste de 1348 et toutes les grandes pestes qui sont passées pour la région, sur la Méditerranée, c'était une réalité quotidienne des habitants. Alors les habitants, donc il fallait sauver sa peau, donc leur système c'est qu'ils mettaient, financés par les conseils municipaux de toutes les localités de la région, il y avait un système de guet. On vérifiait les bateaux qui arrivent au loin. Et un des maillons essentiels de cette surveillance, c'était la tour fortifiée de Saint-Honorat. Des moines, hein, alors jusqu'en 1400, c'était eux-mêmes les moines, ils étaient moines et militaires, si vous voulez, et ils surveillaient les bateaux jour et nuit. Alors avant tout, hein, je vous dis, donc les mois d'été, l'hiver c'était plus calme parce qu'il y avait des tempêtes, donc il n'y avait pas de danger. Mais les mois d'été, ils surveillaient, et dès qu'il y avait un bateau suspect qui n'était pas prévu, qui avait une forme bizarre, que c'était pas les genres de bateaux qu'on avait l'habitude de voir, ils prévenaient. Et il y avait un système, c'est ce qu'on appelle le système du pharo, F-A-R-O, c'est-à-dire le système de phare. Hein, en fait, cette tour de surveillance qui était financée par les comtes de Provence, par tout le monde s'y mettait, et jour et nuit, on surveillait et on se passait les messages. Ça marchait de Martigues, de Marseille, si vous voulez, jusqu'à Nice. On se passait immédiatement tous les messages. Attention, il y a un bateau bizarre qui arrive, qui a une forme bizarre, personne ne l'attend ce bateau. Est-ce que c'est pas un bateau d'un sarrasin, un pirate qui vient capturer des gens? Et immédiatement, alors la journée, c'était ce qu'on appelle des grands drapeaux, des oriflammes qu'on mettait, des immenses drapeaux que la tour de Saint-Honorat déployés. Donc la tour du Suquet, c'est juste en face, ils voyaient immédiatement, tiens, il y a un énorme drapeau, ils ont sorti l'énorme drapeau, donc il y a un danger, et on prévenait tout le monde en 3 minutes. Grasse était prévenu, Antibes était prévenu qu'il y avait un danger. Après, il fallait évaluer le danger, mais si vous voulez, il y avait un système de communication avant l'invention d'Internet, hein, donc c'était l'Internet local, beaucoup plus fiable qu'il n'y avait pas d'Internet. Et la nuit, alors le grand drapeau, l'oriflamme, on ne le voyait pas, il faisait des feux. Donc s'il y avait un feu au milieu, un feu qu'on a volontaire, hein, en haut de la tour de Saint-Honorat, ça veut dire qu'il y avait un danger. Parce qu'ils avaient repéré dans la nuit, au loin, un bateau qui arrivait. Hein, donc voilà. Alors, dans les dangers, puisque j'en suis dans les dangers, alors je vais vous dire, alors Cannes a toujours été, et c'est toujours un lieu béni des dieux, c'est merveilleux, etc. Mais sur la population, donc je vous parlais de toutes les épidémies, et c'était un danger réel. Et également, je vous disais, avec les Sarrasins, pirates et autres, le risque, c'était qu'on vous kidnappe. Ils faisaient des razzias pour faire des esclaves. Donc ils arrivaient avec un bateau à un endroit où on les avait pas trop repérés, ils se cachaient dans les stérelles, ils sortaient la nuit, enfin il y avait tout un truc pour tromper les locaux, enfin ils se cachaient dans des criques, les stérelles, après ils ressortaient. Bon, le but c'était de faire des razzias
de sortir quelques minutes, si vous voulez, à Cannes, à Antibes, ce que vous voulez. Donc c'était avant tout les villes côtières, de kidnapper les premières personnes qui passent et d'en faire des esclaves. Après, vous vous retrouviez esclaves en Algérie, en Afrique du Nord, où vous étiez vendus comme esclaves. Donc si vous voulez, suivant les époques, suivant les mois de l'année, il y avait des époques de paix, je n'ai pas dit que c'était en continu, mais vous risquiez de vous faire kidnapper, de vous retrouver esclave le reste de votre vie. Donc il y avait un danger d'habiter. Et c'est en 1810, sous Napoléon, en 1810, il y a eu une razzia mauresque, enfin d'Algérie, qui est venue kidnapper des gens à Saint-Tropez. Le dernier exemple, en 1810, il y a une vingtaine de Tropéziens qui se sont fait kidnapper parce qu'ils étaient dans leur champ, etc. Ils ont vu arriver des militaires, crac, pof, dans la cale du bateau, et on repart. Et ça c'est en 1810. Et ça a été une préoccupation de tous les gens qui habitaient ici. Il fallait éviter ça. Alors, les épidémies, la peste, je vous disais depuis Constantin, etc., il y a toujours eu des pestes qui sont arrivées. Et les pestes, les commerçants, bien entendu, voulaient avoir rapidement de vendre leur cargaison, débarquer leur cargaison, et dans leur cargaison, quelle que soit l'époque, les Romains, sous Louis XIV, quelle que soit l'époque, dans les cargaisons, il y avait des rats, et qui étaient montés sur le bateau, et qui avaient fait toute la traversée sans rien dire, et après, ils donnaient le virus de la peste, etc., et ça rentrait très facilement. Alors, il y avait tout un système de surveillance. Alors je vous dis, il y a une surveillance militaire, il y avait bien entendu un système de surveillance sanitaire, exactement, sanitaire. Par exemple, je vous donne l'exemple, à l'île Sainte-Marguerite, quand vous rentrez dans le village, après le restaurant L'Escale, enfin je fais pas de la publicité, enfin bon, passons, comme il n'y a qu'un seul restaurant, un seul vrai restaurant, mais bon, alors vous avez un vieux bâtiment juste au milieu du village qu'on appelle la maison de la douane, et là-dedans vous aviez ce qu'on appelle jusqu'à la Révolution française, qu'on appelait jusqu'en 1848 exactement, c'était le commandant du port. C'était le chef de la navigation qui disait vous vous mettez là, vous y êtes à tel endroit. Et il y avait, depuis Richelieu, sous Louis XIV et tout ça, ça existe toujours, il y a ce qu'on appelait un intendant à la santé. Un intendant de santé, et le rôle de ce fonctionnaire d'État, c'était je ne sais pas comment il disait, d'essayer de surveiller, de voir les cargaisons, etc., et qu'il n'y ait pas des dangers de maladies, de peste. Alors il y avait la peste, également il y avait le choléra. Et la dernière épidémie importante, c'est en 1756, je crois, à Cannes, ça a été l'épidémie de choléra. Et la population, et là aussi, quand il y a une épidémie, la population, une ville comme Cannes ouverte sur la mer, tout le monde fout le camp. Rapidement, quand il y en a un qui commence à décéder, etc., tout le monde fout le camp. C'est la panique, et après tout le monde monte à la montagne, on attend, et après on vient voir, on revient chez soi, mais ça fait immédiatement une panique. Alors, puisque j'en suis dans les détails un petit peu tristes et de panique, je fais une parenthèse, et puis comme on va avoir une belle chapelle des pénitents, la miséricorde, c'est merveilleux grâce à Gilles qui nous l'a restauré. J'ai pas encore visité par définition, mais ça ne peut être que super. Je serais surpris, ça ne va pas être de l'art moderne dedans, tu ne nous as pas fait ça, non, je vais être surpris. Alors là, je vous donne, on parle, là c'est plus le bien-être de la population. Donc les pénitents, là vous avez la chapelle qui est juste en bas, là où il y a les travaux, et donc c'est une chapelle privée. Ça n'a jamais été construit par l'évêque, l'évêché, par le prêtre, le curé de Cannes. C'est une chapelle privée, c'est la chapelle des pénitents, comme vous en avez en Provence. Partout, vous avez des chapelles. Donc, les pénitents, c'était une confrérie. Alors, c'est-à-dire un groupe associatif. Là, c'était pas une secte, etc. C'était ouvert. Il y avait une cooptation, etc. Mais si vous voulez, c'était pas une société secrète. C'était ouvert à tout le monde. Et alors, pourquoi je vais en parler, c'est parce qu'ils avaient un rôle social. Ils s'occupaient de pas mal de choses. Donc, c'était une organisation catholique. Alors, 99,9,9% de la population dans la région, jusqu'à la Révolution française, tout le monde était catholique. Il y a eu qu'un tout petit
empreinte du protestantisme à Châteauneuf-de-Grâce. C'est le seul endroit pendant quelques années qui est passé au protestantisme, mais autrement toute la région est restée catholique, si vous voulez, dans les guerres de religion. Donc tout le monde était catholique, parce que bon, c'était comme ça. Donc ces gens-là, donc ces Canois, ont mis de l'argent en commun et ils ont fait construire cette chapelle. Donc il y en avait d'autres, il y avait d'autres chapelles dans Cannes, il y en avait 3 autres chapelles, et elle a été finie en 1620. Et alors comment on sait pourquoi? On n'a pas l'acte de remise des travaux et tout ça, c'était un peu plus simple à l'époque. Les adjoints aux travaux, ils s'embêtaient moins à l'époque, c'était plus simple. Bon, alors tout simplement, on sait qu'elle a été finie en 1620, cette chapelle, parce que le bénitier, qui est le dernier truc qu'on met dans une église pour que l'église soit opérationnelle, c'est qu'on ne met pas un bénitier d'abord, on met l'équipement à la fin, et le bénitier, sous le bénitier, il y a la date de 1620, il a été mis en 1620, donc on pense qu'elle a été, ce qui correspond tout à fait aux travaux, elle a été finie en 1620. Et alors, à votre idée, donc, cette chapelle était ouverte comme toutes les confréries de Compiègne. Alors, il y avait des offices privés et il y avait des offices ouverts à tout le monde, dans cette petite chapelle, la Miséricorde. Et elle avait beaucoup de succès de la population, elle a toujours beaucoup de succès, cette petite chapelle. À votre idée, pourquoi? Et elle a joué un rôle important. Alors pourquoi cette petite chapelle de la Miséricorde? Alors il y avait Notre-Dame d'Espérance, une grande église là-haut, voilà. Mais vous aviez cette petite chapelle-là. Alors les pêcheurs, mais alors les pêcheurs, non, alors, oui, non, mais les pêcheurs, ils auraient pu monter ils montaient à Notre-Dame d'Espérance. Il y avait une grande église. Pourquoi cette petite chapelle, elle avait un succès fou? Alors, à votre idée, alors des raisons très simples. Pardon? Alors, elle est bien blée, vous n'êtes pas loin, parce que tout simplement, c'est plus facile de monter que de monter là-haut, de monter au Suquet en plein soleil. Et donc, c'était là. Et alors, l'autre truc, c'est des petits détails, mais la vie des Canois, c'était que des petits détails. Donc, ça évitait de monter là-haut en plein soleil, en plein cagnard, de monter à Notre-Dame d'Espérance. Et également, donc, cette confrérie de pénitents, ils avaient un prêtre. Ils finançaient un prêtre. À leur service. Ils avaient, comme sur la butte Saint-Cassien, il y avait un prêtre, un ermite. Ces genres d'associations catholiques financé, suivant les époques, c'était un bon prêtre, un mauvais prêtre, enfin bon, ça c'est autre chose, mais il y avait quelqu'un qui était employé, un fonctionnaire, un employé de l'association. Alors c'était aussi pareil à Saint-Gatien. Quand vous alliez pour assister une messe à Notre-Dame d'Espérance, c'était l'église normale, vous aviez le curé qui prêche, qui fait un sermon. C'est parce que dans les églises paroissiales, c'est comme ça, le curé, il obéit à l'évêque, il faut faire un sermon, il faut expliquer l'évangile, il faut dire la bonne parole. Tandis que là, comme c'est une chapelle privée, donc le prêtre dit sa messe, mais il n'y a pas de sermon. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc la messe était beaucoup plus rapide. On pouvait assister à la messe beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'elle a été très populaire et que les gens préféraient aller là. Alors il y avait une concurrence en haut et en bas, entre les prêtres. Enfin bon, passons. Alors ils avaient, puisque je suis là-dessus, sur ces pénitents qui sont juste là, alors, encore une fois, c'était des gens, alors c'était des pêcheurs, c'était des petits bourgeois, c'était des gens qui habitaient dans le Suquet, c'était des Canois, il n'y avait que des Canois. Alors, ils avaient un rôle d'assistance, disons, sociale. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour la population? Alors, eux, ils étaient noirs. Alors, les premiers pénitents, ils étaient juste derrière, ils ont été détruits. Il y a la rue des Frères. C'était Saint-Bernard. Alors la rue des Frères, c'est les frères pénitents, et leur chapelle était détruite quand on a fait la voie rapide. Et là, c'était Saint-Bernardin, et là, c'était des Blancs. Après, il y avait les Bleus. Alors, ils allaient dans les hôpitaux, exactement. Alors, les hôpitaux, on n'en est pas joué. Et alors, et puis après, on va voir ce qu'ils font. Alors, donc, il y avait les Bleus, les pénitents bleus qui étaient au bout du quai Saint-Pierre. Et là, avant tout, c'était des pêcheurs. C'était pas à 100% des pêcheurs, mais à 90% ils étaient des pêcheurs. Tandis que là, c'est la dernière confrérie qui a été créée,
et qui a fonctionné jusqu'à la Révolution française, et c'était eux les plus riches, et c'était là où il y avait les bourgeois, enfin la notion de bourgeois à Cannes c'était un petit peu limité, mais enfin les plus riches, les plus éduqués, et c'était les Noirs. Alors, comme vous avez à Nice, les pénitents, la miséricorde, sur le cours Saléa. Et alors eux, c'est une chapelle incroyable. Christian. Alors, ils s'occupaient des offices funéraires. Alors ça, c'était extrêmement dangereux. Non, mais alors c'est pour ça qu'ils étaient riches et ils auraient pu se construire. Parce que la notion de les pompes funèbres de la liberté, enfin Roglot, enfin Sandinier, ça n'existait pas. Et c'était ces gens-là. Vous avez encore, je crois que c'est Saint-Martin-Vésubie, un endroit dans les Alpes-Maritimes où c'est toujours les pénitents qui vous enterrent. Donc, vous faisiez. Donc, ils enterraient les gens gratuitement. Totalement gratuitement, c'était leur truc. Alors, c'était hyper dangereux. Alors, en période où il n'y avait pas d'épidémie, pas de problème. Mais enterrer les gens quand il y a une épidémie qui commence, alors soit il faut être fou, ou soit il faut avoir du courage. Hein. Et ils le faisaient. Donc, ils allaient où la personne était décédée, dans la maison où était décédée, ils prenaient la personne qui est décédée, et il y avait l'office chez eux, et dans la chapelle des Miséricordes, et après ils les enterraient. Après on va voir les cimetières, c'était assez simple, etc. Mais on a des gens vers 1830, 1840, des touristes, si vous voulez, les premiers touristes, les premiers gens qui sont passés à Cannes, qui disaient que c'était une particularité de Cannes qu'en 1830 et 1840, la bière, enfin bon, le cercueil, si vous voulez, n'était pas fermé. Et c'était simplement un brancard, si vous voulez, et il y avait un linceul. On mettait la personne, le cadavre dans le linceul, et on la portait en plein air après à la messe et après pour l'enterrer. Et ça, c'était une des particularités de Cannes, qui était une vieille tradition, et c'est resté très longtemps. Et en 1830 et 40, les gens commençaient, qui n'étaient pas de Cannes, dire mais c'est barbare on voit le cadavre, etc. C'était une particularité. Donc, ils allaient chercher les gens, les cadavres, et gratuitement, il y avait la messe, il y avait l'office, et ils vous enterraient, on va voir où, mais ils vous enterraient. Bon, les gens qui avaient un petit patrimoine, c'était gratuit. Hein. Bon, ok. Mais les gens qui avaient un petit patrimoine et qui voulaient remercier, ils faisaient un testament, et dans leur testament, ils donnaient de l'argent. Hein. Alors, c'est pas parce qu'il y avait le testament qu'on avait un enterrement qui était mieux, etc. Mais ils donnaient de l'argent, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à construire cette chapelle, parce qu'à force d'enterrer les gens étaient redevables, enfin disaient oui, c'est sympa, etc. Vous prenez un risque s'il y a des maladies. Alors, il y avait l'enterrement simple, je vais commencer plutôt l'enterrement grande pompe. L'enterrement grande pompe, c'était... Alors, où est-ce qu'on vous enterrait? L'enterrement grande pompe. Hein. Où est-ce que vous enterrez à Cannes? Si vous vouliez le grand truc. Hein. Alors, où est-ce qu'on vous mettez alors, Saint-Honorat. Alors, en bateau, les pénitents, ils avaient leur bateau, et ils vous amenaient jusqu'à Saint-Honorat, et on vous traversait l'île, et on vous mettait près de l'église abbatiale. Hein, là, c'était le summum, et jusqu'à la Révolution française, il y a, disons, à peu près 80% des Cannois qui voulaient se faire enterrer à Saint-Honorat. Et ce qui est du temps des Ligures, les Ligures allaient se faire enterrer à l'île Sainte-Marguerite. Et donc, depuis 26 siècles, disons 20 siècles, les Cannois ont voulu se faire enterrer dans ces îles. Hein. Il y a un truc, il y a une continuité, c'était le truc. Alors il fallait avoir un peu d'argent, parce que bon, il fallait les pénitents, il fallait leur donner un peu d'argent, parce que tout le monde perdait du temps d'aller à Saint-Honorat, de revenir avec la voile, etc. Ça prenait du temps, hein, ça prenait... voilà. Et alors, comment... alors, on vous enterre, alors à Saint-Honorat ou ici, parce qu'on va voir, il y a des cimetières ici dans Cannes. Comment concrètement? Donc, on vient... Vous décédez dans votre maison dans le Suquet, on vient chez vous, dans votre lit, on vous prend, on vous fait un bel office religieux, et après, où est-ce qu'on vous mettez
Votre cadavre, où est-ce qu'on enterrait les gens? Alors, dans la colline, oui, oui, dans la colline, alors, oui. Alors, je demande, oui, oui, alors, enfin, bon. Alors, mais concrètement, où ça? Alors, dans la colline, oui, oui. Alors, je vous remets le truc. Où est-ce qu'était le cimetière? Où est-ce qu'était le cimetière à Cannes? Je vous remets le même truc. Où est-ce qu'il pendant des siècles? Chez le Grand Jache. Alors, il y en avait un au Suquet, oui, c'est revenu la même chose. La colline, oui. Alors, il était où? Alors oui, non, mais oui, non, mais précisément, oui, non, bah, quand même. Côté du musée, non? Oui, à côté de l'ancien hôpital. Alors, l'ancien hôpital Saint-Honorat, c'était un mouroir. C'était un endroit où les gens allaient mourir. Hein. Alors, Saint-Dizier, oui, oui. Alors, il y a eu différents... Alors, ce qu'il faut comprendre, jusqu'au 19e siècle, pour les gens pauvres, pas pour les nobles, pas pour les gens très importants, c'était la fosse commune. Hein, tout le monde était dans la fosse commune et nos pénitents, ça se passait très simplement, donc vous décédiez avec vos habits, ils arrivaient avec on vous mettait dans un linceul, on vous avait l'office à la miséricorde et après on remontait au Suquet si vous avez décidé de ne pas partir à Saint-Honorat, donc vous remontiez et le linceul on le gardait et le cadavre on le jetait dans la fosse commune, hein. C'était comme ça, hein. Jusqu'au milieu du 19e siècle où on a commencé à avoir sa petite, je dis pas maison, mais enfin sa petite tombe familiale, etc. Tout le monde était dans les fosses communes. C'est pour ça que pendant des siècles et des siècles, vous creusez sous la place de la Castre, à chaque fois qu'il y a des travaux, on fait des canalisations, on trouve des ossements. Et c'est pas parce qu'il y a eu un meurtre récemment, choses comme ça date depuis des siècles. Alors, d'abord, le premier truc, c'était de se faire enterrer dans les églises, parce que c'était à l'intérieur de l'église que les gens voulaient être enterrés, pas à l'extérieur. Donc, vous allez dans la salle du musée, donc la chapelle Sainte-Anne, hein, la grande salle, la grande église dans le musée de la Castre. Dans le sol, il y a des trous, et c'était là où on entassait, mais concrètement, on entassait les cadavres. Bon, après, suivant les époques, alors, vous avez toute la place de la Castre, il y a plein d'ossements. Après, on est dans des chapelles latérales, et ça existe toujours, il suffit d'ouvrir, près de la crèche du Suquet, là, les chapelles latérales dans Notre-Dame d'Espérance, vous ouvrez le sol, et vous avez des ossements. Hein, c'est on met au suivant et on remplissait, et après il y avait un cimetière qui s'appelait le cimetière du Caroublé, c'est là où il y a le petit jardin sur le côté Fréjus, le Suquet, et après oui, à côté de l'hôpital Saint-Honorat, vers Saint-Dizier, etc. Il y a eu, mais c'était une fosse commune, hein. C'était des fosses communes et tout le monde était dans les fosses communes. Et on réutilisait le linceul pour le suivant. Hein, et ça se passait comme ça. Donc, alors, la santé. La santé. Alors, l'hôpital, on disait l'hôpital Saint-Honorat. Tout à fait. C'était le. Alors, je fais une parenthèse. C'est assez intéressant. C'est le seul bâtiment, donc l'hôpital Saint-Honorat, comme je disais à l'instant, c'était pas vraiment un hôpital, parce que la médecine était ce qu'elle était, hein. C'était pas parce qu'on était à Cannes, c'était un mouroir, hein. C'était Mère Teresa de Calcutta, vous allez à un endroit et puis vous décédez, bon, et puis voilà, hein. Mais les soins médicaux étant très très limités, je ne parle pas même d'une question d'argent, mais c'était que, passer un certain stade, on vous abandonnait vraiment. Et alors, c'est intéressant pourquoi ça s'appelle historiquement l'hôpital du Saint-Honorat, qui après est devenu Saint-Dizier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une des particularités de Cannes. C'est le seul bâtiment qui a un lien avec l'abbaye des Reims. Alors, on est la commune de Cannes qui a toujours dépendu, les Ligures, je vous dis, je faisais enterrer à Sainte-Marguerite, etc. Ça a toujours été lié avec les îles de Lérins. Et vous n'avez pas une église, un bâtiment. Alors, vous avez Saint-Cassien qui était un copain de Saint-Honorat, mais Saint-Cassien, il n'a jamais été moine à Saint-Honorat. Il s'écrivait, il se fréquentait, mais il n'a jamais été moine. Et cet hôpital Saint-Honorat, qui était financé sur le budget municipal, c'est le seul lien qui nous relie. Donc il y a eu des centaines de saints très célèbres qui sont passés dans cette abbaye, et il n'y a absolument aucun lien
avec Saint-Honorat. Par contre, vous l'avez à Grasse, à Saint-Honorat, il y a l'église Saint-Honorat, etc., etc. Vous avez des tas de liens avec l'abbaye. Mais Cannes, et donc cet hôpital, ça nous rattache à l'histoire religieuse de ces îles. Voilà. Alors, après, il y a un autre lieu, et puisque je fais d'autres parenthèses pour les moulins, parce qu'on est dans un moulin, alors vous avez un quartier à Cannes qui s'appelle l'Abadie, hein, à Cannes-la-Boca, hein, dans la plaine de la... Et ça a toujours été catalogué, inscrit dans tous les registres, comme quoi ça appartenait aux moines, et ils avaient des moulins. Alors, les moulins à l'Abadie, vous y allez, hélas, on y va tous au crématorium un jour ou l'autre pour voir quelqu'un, enfin, pour dire adieu à quelqu'un, vous avez des ruisseaux qui passent. Vous avez de l'eau, et c'était les moulins à eau, et c'était un endroit, c'était là les meilleures terres de toute la commune de Cannes, parce que là-bas vous aviez l'eau de la Siagne, et vous pouviez cultiver, et une des cultures qui s'est fait pendant à peu près 3 ou 4 siècles entre l'Abadie, la butte de Saint-Cassien, etc., dans tout cet endroit, ça a été la culture du riz. Parce qu'il y avait de l'eau, il y avait du soleil, et la terre excellente, tous les alluvions qui étaient descendus de Grasse, etc., la terre est excellente. Et il y avait un rendement, donc c'est pour ça que ça a toujours appartenu aux moines. Ils se sont, en tant que propriétaires, ils étaient seigneurs de Cannes, mais c'était propriété privée des moines. Alors ils le donnaient en location à des agriculteurs, et il y a eu toujours, à cet endroit où il y a le crématorium, exactement au même endroit, il y a toujours eu, et tout le cimetière à côté, Abadie 1 et Abadie 2, là, c'est le meilleur endroit de culture de toute la commune de Cannes, parce que le reste le seul endroit où on peut trouver un endroit à peu près valable pour faire de la culture, il faut aller au Canet. Hein, et avant la Révolution française, le Canet s'est séparé enfin, Cannes s'est séparé du Canet, enfin mutuellement sont séparés. Le seul endroit où vous avez de la terre et des petits vallons qui apportent un peu de l'eau, c'est au Canet. Et le seul endroit des cultures, c'était au Canet. Donc vous aviez le pôle agricole, et donc les gens du Canet, les gens de Cannes, les gens de Cannes étaient vraiment sur la mer, et les gens du Canet, ils étaient vraiment sur l'agriculture. Donc c'était deux mondes différents, ils n'avaient pas du tout les mêmes préoccupations, même si c'était la même commune, mais c'est pour ça qu'il y a eu la séparation, parce qu'on parlait pour les impôts, ils ne voulaient pas payer pour la digue du port, enfin c'est toujours pareil, enfin pour les Canetans, vous ne voulez pas. Bon. Et donc il y avait le Canet comme terre agricole, et il y avait donc la plaine de la Siagne qui, suivant les époques, passait d'un côté de la butte de Saint-Cassien ou de l'autre côté. Hein. Du temps des Romains, la Siagne, elle était au même endroit en gros qu'actuellement où elle passe, et au Moyen-Âge, elle était côté Cannes. Elle avait complètement bougé de côté, à cause des alluvions, etc. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, elle est repartie du côté de Mandelieu. Par exemple, au Moyen-Âge, là, tout l'aérodrome de Saint-Cassien-Mandelieu, tout ça, c'était de l'eau, hein. C'était de la mer. Hein. Et on arrivait jusqu'au pied de la butte en bateau. Au pied de la butte, c'est pour ça qu'il y a toujours eu beaucoup d'habitants et une activité économique autour de cette butte de Saint-Cassien, parce que c'était un port. Au nord, il y avait la voie romaine qui passait. Hein, il y a toujours eu la circulation commerciale, mais au sud c'était un port, et là on faisait du commerce, etc. Alors j'en suis dans le commerce et dans le port. Les Cannois ont toujours été pêcheurs, et également ils transportaient, c'est la grande particularité, ils transportaient les pèlerins. Ils avaient le monopole. Et c'était financièrement, le père abbé l'avait donné dans l'acte d'allégeance, c'était très important comme revenu, ils avaient le monopole, hein, il n'y avait pas la Commission européenne qui disait que c'était pas légal, bon, il y avait le monopole pour les Cannois de transporter les gens qui venaient en pèlerinage à Saint-Honorat. Et les pèlerinages de Saint-Honorat jusqu'à la Révolution française, c'était très important. Il y avait énormément de gens de Provence, de partout, de la vallée du Rhône qui venaient. C'était parce que les papes, à partir du XIIIe siècle, avaient donné des indulgences. C'était pareil que si vous faites 7 fois le pèlerinage
à Saint-Honorat, ça correspondait à un voyage en Terre Sainte. Vous aviez les mêmes avantages auprès du ciel et de Saint-Pierre et de tout le monde. Donc, c'était très populaire. Et donc, les Cannois transportaient les pèlerins. Alors, ils les transportaient du Palm Beach, hein, parce que ça servait à rien d'arriver du port de Cannes. Ils allaient jusqu'au Palm Beach, et du Palm Beach en pointu, hein, c'était des petits pointus, hein, c'était pas le bateau des îles, hein, c'était tout petit. Et les pêcheurs, ils faisaient ça également. Donc, ils transportaient. Et donc les gens traversaient à pied l'île Sainte-Marguerite, et après il y avait d'autres bateaux, d'autres pointus, pour traverser entre les deux îles. Il y a toujours eu trafic de bateaux entre ces deux îles, et pour aller à Saint-Honorat. Voilà. Alors, puisque là je suis dans la pêche et je continue, une particularités. Alors, j'avais parlé de la dernière fois qu'au sud de Saint-Honorat, il y a des eaux qui ne sont pas profondes et il y a énormément de poissons. Les îles de Lérins, il y a toujours eu énormément de poissons et ça a toujours été... donc les pères abbés de Lérins sont toujours reconnus les droits absolus. La mer, jusqu'à la Révolution française, on pouvait être propriétaire de la mer. C'est la Révolution française qui a dit non, c'est un bien commun, etc., qui a changé. Et donc, jusqu'à la Révolution française, les pères abbés de Lérins étaient propriétaires de la mer, de tout l'archipel. Et donc, ils louaient la mer, le droit de pêche. Et donc, il y avait des avantages dans l'acte d'allégeance, des avantages économiques, encore une fois, très importants pour les Cannois. Ils avaient le droit. Et il y a eu il y a les Antibois qui ont essayé d'Antibes de venir pêcher dans les eaux de l'archipel. Et nombreuses fois, il y a eu des morts. Et ils se sont battus avec les Antibois parce qu'il y avait un potentiel économique important, et les Cannois ont fait respecter, il y a eu des morts. Et les Cannois, juridiquement, ont toujours gagné parce qu'ils ont eu un droit absolu de pêcher. Alors, la dernière fois, on a parlé de la poutine, on a parlé des tas de choses sur la pêche. Il y a une pêche aussi, je n'ai pas parlé la dernière fois, qui a relativement bien marché jusqu'au 19e siècle, c'était la pêche au corail. Il y avait des coraux, il y en a toujours, hein, ils sont un peu plus profonds, mais aux îles de Lérins, alors vous avez la même chose ici en Sardaigne à différents endroits, soit ils plongeaient jusqu'à, sans équipement, hein, 2-3 mètres de profondeur, et ils arrachaient les coraux, qui avaient une valeur pour faire des bijoux, etc. C'était extrêmement rentable comme pêche, très spécialisé mais très rentable, et où soit il y avait des espèces de filets, on raclait, il y a une espèce de roue qu'on mettait dans la mer, et on raclait les fonds, et les coraux, il y avait un filet qui les récupérait. On grattait et ça tombait dans un filet, et le filet on le ressortait et on récupérait les coraux. Et donc les Cannois, donc, ils faisaient le transport des pèlerins, ils faisaient la pêche, et ils étaient également spécialisés parce qu'il ne faut pas, sans équipement, sans bouteille, etc., vous ne pouvez pas descendre très profond sans scaphandrier. Donc il fallait que la mer soit pas très profonde. Et ici, vous voyez l'Estérel, ça tombe immédiatement, c'est très profond. Du côté de Nice aussi, le Saint-Jean-Cap-Ferrat, ça tombe à pic. Donc si les îles de Lérins, c'est pour ça qu'il y avait des coraux et qu'on arrivait à les pêcher. Et vous avez une rue qui est juste derrière, qui s'appelle la rue Coste-Corail. Et c'était dans cette rue, c'était un exemple, hein, mais il y avait plusieurs familles qui étaient spécialisées. Eux, ils ne faisaient pas la pêche au thon, à la sardine ou tout ce que vous voulez, ils faisaient la pêche au corail. Et le corail était très rentable, et il y avait toute une industrie nautique. Les Cannois n'étaient pas riches, ils n'ont jamais été riches, enfin, comme notre époque, mais enfin bon, maintenant, avec le festival, bon. Donc si vous voulez, les capitaux, les bateaux, ça venait de Marseille. Les grands capitalistes, si vous voulez, dans la région, c'était Marseille. Donc il y avait des capitaines, des sociétés commerciales qui avaient des bateaux et qui allaient à la pêche au corail. Et ils avaient besoin de gens spécialisés, et les Cannois se louaient, on faisait une saison sur ces bateaux appartenant à des armateurs marseillais. Et alors, soit on faisait les îles de Lérins, on faisait également les îles d'Hyères, mais le grand truc, c'était d'aller en Sardaigne. Dans le nord de la Sardaigne, il y a la Magdalena et tout ça, et les Cannois, pendant des siècles, sont allés pêcher
les coraux au nord de la Sardaigne. Alors, c'était, je vous dis, pour dialoguer avec les Sardes et tout ça, c'était encore plus simple parce que les Canois, disons jusqu'à la Révolution française, ils parlaient provençal. Et donc avec le Sarde, enfin si vous voulez, c'était encore la communication, c'est comme la communication avec les Niçois jusqu'à la Révolution. C'était relativement très simple parce que tout le monde parlait à quelques petites variantes près. Ils arrivaient tous encore plus facilement à se comprendre parce qu'ils avaient tous une langue commune, ancestrale commune, et les dialogues étaient très, très faciles. Il n'y avait pas vraiment une barrière de langue. Hein. Et donc nos Canois, ils étaient spécialisés et ils allaient pêcher le corail. Et je vous dis, la rue Coste-Corail, qui est le dernier exemple de cette pêche. Et donc, si vous voulez, ça, c'était les Canois qui faisaient ça. Vous n'avez pas l'équivalent, par exemple, si vous étiez de Mougins, il y a très peu de Mouginois qui étaient impliqués là-dedans. C'était vraiment, vraiment les Canois, un espèce de privilège de fait des Canois. Les Canois. Bon, alors, un truc marrant, Gilles, c'est ton heure? Non, c'est l'heure. Bon, non, tu m'as rien dit, vous êtes très sage, mais je. Bon, alors, alors, un truc marrant, alors je suis dans la pêche, alors, dans l'histoire d'une ville ou d'une petite ville, c'est des petites anecdotes, c'est pas, je vous dis, il n'y a jamais eu de grande bataille, il n'y a jamais eu de gens célèbres qui soient nés à Cannes, il s'est rien passé. Il y a eu des tas de gens célèbres, Saint-Honorat, Laure Brougham, tous les gens qui viennent au festival du film, qui viennent à Cannes, hein, mais il n'y a jamais eu de personne de célèbre. Mais il y a des petits faits marrants. Alors, c'est en 1640, il y a eu un évêque de Grasse qui était très bien, qui s'appelait Godot, qui était également académicien, enfin quelqu'un de très brillant et très intelligent. Donc c'est pas une histoire de fou. Il a été appelé, donc il a été évêque de Grasse, il a été appelé par les... Alors c'est une histoire de la mer, hein, je vous mets sur le chemin. Après, je ne pense pas que vous le trouviez immédiatement, mais enfin bon. Mais c'est l'histoire de la mer. Il a été appelé en tant qu'évêque par les Canois, parce que les Canois avaient un problème avec la mer. Et ils ont fait appel à leur évêque en disant « Venez nous résoudre ce problème ». Je ne sais pas, non, ça vous dit... Alors c'est une question, oui c'est une question, okay. Il faut que vous trouviez, alors c'était quoi le problème? Le problème, les Canois avaient un problème de pêche, enfin autour de la mer. La pêche miraculeuse. Alors presque la pêche, et il y avait un problème. Et le problème, ils se sont dit, le seul qui va arriver à nous aider, c'est l'évêque. Et donc l'évêque est venu, et je vous dis, alors les évêques de Grasse ont toujours été d'une bonne qualité, c'est intellectuel. C'était quoi le problème? Alors, il y avait des poissons. On s'approche, hein, on s'approche. Mais il y a, on n'est pas loin. Alors oui, alors là, le monstre, c'est pas loin. Alors, c'est pas les requins, mais c'est les cousins. Alors, les pêcheurs de Cannes avaient un problème, ça nous paraît assez... Alors, on a tous les documents, hein, signés l'évêque. Alors, encore une fois, jusqu'à la Révolution française, les évêques, c'était... il n'y avait pas la séparation de l'Église et l'État, c'était des officiels. Je dirais comme un commissaire de police, enfin c'est des gens officiels et qui écrivaient pas des bêtises. Il y a tous les rapports. Donc les pêcheurs canois ont appelé l'évêque parce que devant l'Hilton, enfin le Sofitel, au bout du quai Saint-Pierre, là juste au début du parking, là il se passait quelque chose dans la mer. Alors il y avait un monstre. Alors le monstre qui empêchait la pêche parce qu'ils n'arrivaient pas à pêcher. Alors c'est la Sardaigne qui a bouché le port de Cannes, non pas de Marseille. Alors on n'est pas loin. Et donc les Canois n'arrivaient pas à sortir du port, enfin du port de la digue, etc. Ils étaient attaqués. Et alors le problème, c'était les dauphins. C'était les dauphins. Et les dauphins. Il y avait trop de dauphins là. Et les pêcheurs canois ont fait appel à l'évêque pour exorciser les dauphins. Et l'évêque est venu, il a exorcisé parce que forcément, s'il y avait trop de dauphins, ça devait être le diable, je sais pas quoi. L'évêque a fait un exorcisme pour que les dauphins aillent plus loin.
Les dauphins. Donc à l'époque, il y avait des dauphins, vous voyez, la plaine, il y en avait trop. Oui. Alors ils sont partis, visiblement, il n'est pas revenu l'année d'après, donc ça a dû marcher. Ils ont dû avoir peur quand ils ont dû voir l'évêque arriver, les dauphins, ils ont eu peur, ils sont allés aux îles. Mais alors, ouais, bon, ça c'est des petites anecdotes d'une ville, d'une petite... un petit endroit. Je dirais de quoi la santé, qu'est-ce que j'ai oublié, le commerce, j'ai oublié plein de choses. Qu'est-ce que j'ai oublié cette fois-ci je vous ai dit les pénitents. Alors les pénitents, ils avaient un autre truc. Je reviens, je saute. Hein. Je reviens aux pénitents. Donc on a dit tout à l'heure, les 4 confréries de pénitents de Cannes, ils enterraient gratuitement les gens. Et ceux de la miséricorde, les pénitents noirs, c'était les plus riches. Alors ils ont construit la chapelle, c'était à la limite du vieux, le mur de la vieille enceinte de Cannes, c'était, alors là on était juste là, et la chapelle, le mur nord et le mur est constituaient le mur de la ville de Cannes. Hein. La chapelle était à l'intérieur, et l'autre côté de la chapelle, là où il y a la rue pour rentrer au parking, et la rue Gazanière, c'était en dehors de Cannes. Et ils étaient propriétaires d'une maison qui était rue des Halles, juste au marché. Là, vous avez le marché, là, au côté nord, qui va vers vers le chemin de fer. Vous avez, ils étaient propriétaires d'une maison, et c'était en gros un asile. Et il nourrissait pendant 3 jours toute personne, tout vagabond, toute personne qui passe à Cannes et qui n'avait pas les moyens de se payer un logement. Donc il nourrissait et il logeait. Alors c'était des dortoirs, mais donc ça servait à tout, parce qu'il y a toujours eu des vagabonds. Hospice, quoi. Oui, voilà. Il y a toujours eu des vagabonds, des gens qui ont des SDF qui ont toujours voyagé partout de ça. Donc ça c'est les... Voilà. Et alors, puisque je continue après je vais m'arrêter, mais sur la chapelle de la Miséricorde, puisqu'on va voir la plus belle chapelle de France. Donc c'était une chapelle privée, hein, c'est une propriété privée. Donc l'évêque il pouvait rien dire, il pouvait que surveiller, l'évêque ou le curé de Cannes ne pouvait que surveiller si théologiquement on ne disait pas des monstruosités, mais il finançait pas, c'était pas le budget communal, c'était un truc privé. Et comme c'était privé, ça a joué un grand rôle dans l'histoire de Cannes comme salle de réunion. Je vous ai dit tout à l'heure que les Cannois aimaient aller assister à la messe à la Miséricorde parce que ça évitait de monter à pied, de monter et redescendre. Et il y a eu différentes réunions politiques qui se sont passées dans cette chapelle. C'était un peu l'ancêtre du Palais des Festivals où on fait la grande réunion. Et donc, quand les îles de Lérins, pendant 2 ans, ont été occupées par les Espagnols de 1635 à 1637, il y a eu la réunion du Parlement de Provence qui s'est passée là, de toutes les communautés, de toutes les Cannois aimaient aller assister à la messe à la Miséricorde parce que ça évitait de monter à pied, de monter et de redescendre. Et il y a eu différentes réunions politiques qui se sont passées dans cette chapelle. C'était un peu l'ancêtre du Palais des Festivals où on fait la grande réunion. Et donc, quand les îles de Lérins, pendant 2 ans, ont été occupées par les Espagnols de 1635 à 1637, il y a eu la réunion du Parlement de Provence qui s'est passée là, de toutes les communautés, et ils ont, c'est toujours pareil, quand il y a une guerre, ils ont voté un impôt supplémentaire pour financer la reprise des îles. Et tout le monde était là, et là, on a les actes de cette réunion. Ça s'est passé en 1636 dans cette chapelle, parce que c'était à Cannes, où il n'y a pas grand-chose comme salle de réunion, c'était l'endroit, sans demander à l'évêque, l'église, etc. C'était un bâtiment privé, et donc ça s'est passé dans cette chapelle de la Miséricorde. Et l'autre truc important, c'est que il y a eu la vente des biens nationaux pendant la Révolution française. Alors, pendant la Révolution, l'abbaye de Lérins a été fermée 2 ans avant la Révolution française. Hein. Je redis, 2 ans avant la Révolution française, il n'y avait plus aucun moine. Il en restait 6. Et quand on leur a proposé, vous rentrez à Cannes et vous prenez votre retraite, ils ont dit tous immédiatement, oui, on est tranquille, on va... Et alors ils sont rentrés à Cannes ou à Valoris, à différents endroits dans la région, ils sont restés là, ils ont eu une retraite
de Louis XVI. Et quand la Révolution française est arrivée, il y avait plus de moines. L'abbaye qui appartenait, après on l'a donnée à l'évêque de Grasse, mais elle appartenait toujours à l'Église catholique. C'était l'évêché de Grasse, mais comme il n'y avait plus de moines, c'était plus les moines qui étaient propriétaires, mais on a passé la propriété à l'évêque de Grasse, à l'évêché de Grasse. Mais il n'y a pas eu à la Révolution française, il n'y a pas eu de massacre, personne n'a été tué, et au niveau religieux, il n'y avait plus personne à Saint-Honorat. Hein. Et dans les choses importantes qui sont passées dans cette chapelle, c'est comme dans toutes les communes de France, on a rédigé les actes de doléances de la Révolution française, hein, les cahiers de doléances. Hein, les cahiers de doléances, chaque communauté envoyait, il y avait les cahiers de doléances locaux de chaque commune, après au niveau régional, et après ça partait à Versailles et ça partait au niveau national. Et ça, c'est le début de la Révolution française. Donc on a ce qu'ils ont voté, ce qu'ils ont décidé, et ça s'est passé. Donc le lieu de réunion où on a rédigé ces cahiers de doléances, ça a été dans cette chapelle. Hein. C'était ni il y avait un bâtiment municipal qui était sur rue Félix-Faure, enfin, sur le cours Félix-Faure. C'est pas là où ça a été rédigé parce que c'était la salle de réunion la plus grande, et c'est là où les cahiers de doléances qui sont remontés à Grasse et tout ça ont été rédigés. Et dans cette chapelle des pénitents. Et après, il s'est passé encore autre chose. C'est lorsque j'en étais sur les biens nationaux, lorsque les biens nationaux ont été vendus, et y compris le patrimoine de l'évêché de Grasse, qui comprenait à l'époque donc l'abbaye des Reims. Bon, et dans tous les biens qui ont été vendus, il y a eu la butte de Saint-Cassien qui a été vendue, et aux enchères. Et il y a eu toute une histoire parce qu'il y a un Grassois qui a voulu le récupérer, les Canois sont montés à Grasse, enfin bon, bon. En attendant, les Canois ont pu, en faisant une pression, en arrivant avec des couteaux et tout ça, enfin ça a failli être un bain de sang, mais ça a été évité. En tout cas, les Canois, tout un nombre de familles canoises ont racheté la butte Saint-Cassien pour qu'elle ne soit pas détruite. Et l'acte d'achat a été signé dans cette chapelle, l'acte d'achat de Saint-Cassien. Alors 83 familles qui sont tous, voilà, le rectorat qui a commencé le rectorat, donc ça a été dans cette chapelle de la Miséricorde. Les Jacobins ont siégé, donc des biens étaient justement récupérés de la noblesse ou de la bourgeoisie qui est autour, pour être récupérés par l'État. Oui. Et il faut savoir que l'église de la Miséricorde a été la seule à pouvoir officier. Pourquoi ? Parce que les pénitents noirs avaient prêté serment à la nation. Toutes les autres églises étaient fermées. Toutes les autres églises étaient fermées. Et dans les actes de doléances, je vous redis la même chose, hein, de la communauté canoise, il n'y a rien contre l'abbaye des Reims, parce qu'elle n'existait plus, il n'y avait plus de moines, donc si vous voulez. Et il y a dans toute l'histoire, disons, 16 siècles, enfin pour résumer 16 siècles c'est un peu long, mais il n'y a jamais eu de conflit entre la population de Cannes et l'abbaye des Reims. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu aucun conflit. Les Canois ont toujours soutenu, alors c'était leur intérêt, ont toujours soutenu les abbés de Reims contre l'évêque, et les relations ont toujours, et comme je le disais tout à l'heure, les abbés de Reims ont toujours accordé des privilèges économiques très importants à la population. Alors il y a la contradiction. Je voudrais savoir, Vas-y, la question. Une question. Tu disais que le moulin était abbatial. Est-ce qu'on a quelque chose qui prouve que le moulin appartenait aux moines? Alors, techniquement, c'est vrai et c'est totalement faux à la fois. Ça dépend comment on voit le truc, parce que c'est tout Cannes qui appartenait aux moines. Alors, le bâtiment, il appartenait aux moines aussi, tout Cannes. Mais c'était comme il y avait des seigneurs nobles en France qui étaient propriétaires de villages, de villes entières. Mais la population, c'était la population qui faisait construire la maison, etc. Mais la propriété du sol et la totalité de la commune, y compris le Canet et tout ça, c'était la propriété des moines. Et après,
Mais il y avait des gens, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est pas les moines qui ont fait construire ça. Ils étaient seigneurs du lieu, et en tant que seigneurs du lieu, tu dis que ça leur appartient, mais c'est ils étaient déjà à la Castre. Le père abbé, ça dépend lesquels, mais une bonne partie de l'année, il habitait le musée de la Castre. Il y avait un étage de plus à l'époque, au 19e siècle, on l'a descendu d'un étage du musée de la Castre, il y avait un étage de plus. Mais il habitait là parce qu'il était plus tranquille qu'à Saint-Honorat, et puis ça lui permettait d'aller à Aix-en-Provence, à Paris, de voyager plus facilement. Et puis laisser ses moines tranquilles faire des prières à Saint-Honorat. Mais donc le siège, l'administration, tout, la salle à manger, tout ça, les moines à Cannes, ils avaient tout la totalité du musée de la Castre. Donc si tu veux, ici, oui, ils ont pu donner leur accord, pour répondre à des questions sur Tubi, ils ont pu donner l'accord verbal. Oh ben oui, vous construisez une maison de plus, vous construisez un truc, mais directement, oui, mais, oui, alors il y a toujours eu des moulins dans tous les villages, il y a toujours eu des moulins. Alors je vous ai parlé de l'Abadie tout à l'heure à la Boca, où il y a la Siagne, et c'était l'eau qui faisait avancer le moulin, tandis que dans tous les villages de Provence, de France et de tout ce que vous voulez, de toute l'Europe, il y avait ce qu'on appelle le moulin à sang, c'est-à-dire généralement c'était un animal qui tournait parce qu'il n'y avait pas le cours d'eau, parce qu'il n'y en avait pas besoin d'avoir les moulins à eau et tout ça, c'était beaucoup plus gros comme lieu, comme il faut avoir le cours d'eau, il faut avoir une grande roue, il faut avoir etc. Tandis que si vous faites tourner un âne en rond autour d'une pierre qui écrase les olives, c'est beaucoup plus simple. Et donc oui, à Cannes, je vous disais, l'agriculture c'était le Canet ou la plaine de l'Abadie, et là derrière l'avenue de Grasse et partout dans les parages, il y avait des oliviers. La culture qui pousse bien, qui est utile pour la population et où il n'y a pas besoin d'eau, c'est l'olivier. Et donc c'était rempli d'oliviers. Et donc il y avait forcément, comme partout, dans tous les villages de Provence, il y avait des moulins, mais avec un animal, hein, et pas des esclaves qui tournaient. Enfin, c'était leur jaune parce que ça s'exportait aussi. L'huile d'olive, c'était une richesse. Alors c'était une grande richesse, et elle était de qualité. Et le climat s'y prête bien, enfin, etc. Donc c'était une grande culture. Voilà. Alors d'autres questions, je sais pas, ou d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, je sais pas. Qu'est-ce que... Ah oui, il faut que je parle des travaux. Oh là là. Oui. Ah oui, j'en veux. Bah oui. Non. Alors les travaux, je sais pas. Les travaux. Alors à Cannes, on a une spécialité. Elle est pas glorieuse, mais comme on est en famille, hein, ce sera pas répété. Hein, c'est pas officiel. Hein, on est dans un moulin. On n'a pas de chance avec les travaux. Parce que pour construire Notre-Dame d'Espérance, il a fallu 150 ans. Et ça s'est écroulé de nombreuses fois. On n'est pas bon en travaux, hein, monsieur Ledjoin, on n'est pas bon, on ne sait pas bien faire. Alors, je ne parle pas de l'avenir, hein, je parle du passé. Moi, je suis historien, je ne fais pas l'avenir. Hein. Mais les constructions à Cannes, on a eu de nombreux problèmes. Je vous dis, la construction de Notre-Dame d'Espérance, 150 ans il a fallu. Ça a été. Alors, ils ont construit une énorme église pour la population. Le problème, c'est qu'ils utilisaient du sable de mer. Alors, qui n'est pas très compatible dans l'Ian comme. Alors, il y avait des tas. Il y avait de tas de problèmes techniques que peut-être ils n'avaient pas compris qu'il ne fallait pas utiliser le sable de mer. Si tu veux, il y avait des. Mais la construction des bâtiments, ça a toujours été un problème. Et vous voyez, les constructions du Suquet, c'est on construit un peu dans un sens, dans l'autre. Alors, l'idée du Suquet, comme tous les villages mougins et tous les autres, c'est les maisons elles-mêmes, les maisons extérieures, qui font le rempart. Hein, c'est les maisons qui font le rempart. Et l'idée, donc il y a à certains endroits, vous avez la rue du Barry 1 et le Barry 2. Le Barry, ça veut dire le rempart. Donc il y avait quelques remparts en gros sous Notre-Dame d'Espérance, mais le reste c'était les maisons elles-mêmes qui constituaient le rempart parce qu'elles n'avaient pas de fenêtres à l'extérieur, elles n'étaient que d'un côté et c'était la maison qu'on construisait qui faisait le rempart. Et toutes ces maisons dans le Suquet,
je reviens à la question qui va arriver. Il y avait des souterrains. Il y avait des tas de souterrains et tout le Suquet s'est rempli de souterrains parce qu'il fallait sortir en cas d'attaque discrètement pour évacuer la population. Il y avait une première vague de personnes qui étaient parties, ceux qui restaient, mais il y a toujours eu des souterrains dans tous les sens, et le Suquet, voilà, et après le souterrain sous la mer, oui. L'histoire d'ailleurs du 7e et 8e siècle, où les gens étaient obligés de laisser un officier du roi rentrer dans leur cave pour gratter les murs et récupérer le salpêtre, qui sert à la fabrication de la poudre à canon. La poudre à canon. Ah oui. Voilà. Oui. Et alors là, le souterrain sous la mer, là, la conférence est en train de couler, mais enfin c'est normal, on est près de la mer. Alors, il y a des mythes, il y a les mythes Tubi, il y a beaucoup de mythes à Cannes, il y a le festival. Alors dans les mythes, il y aurait un souterrain qui partirait du Suquet et qui irait aux îles à Saint-Honorat, parce que pour le Moyen-Âge, c'est Saint-Honorat. Bon, alors, première question, alors on va essayer, alors jamais personne l'a pris, etc. Bon, on va essayer de trier, de donner une réponse à peu près plausible. Alors, premièrement, est-ce que techniquement, c'est possible? Il y a une toile de 1000 mètres. Alors, oui, non, alors... techniquement, quelles que soient les époques, en tout cas de 1636 et 1637, au XVIIe siècle, pendant les 2 ans que les Espagnols ont occupé les îles de Léras, on a un grand spécialiste de l'occupation des îles de Léras avec les constructions, mais c'est pas marqué dans les cartes, ils ont construit un souterrain qui existe toujours, qui part de Sainte-Marguerite et qui va à Saint-Honorat. Et il leur manquait 200 mètres. Les Français on a récupéré les îles. Et ils n'ont pas eu le temps de le finir, ce souterrain. Mais la plus grande partie, c'est au droit de la tour du Grand Jardin, pour aller au port juste en face de Saint-Honorat. Hein. Donc, en 1636, ils avaient la technologie pour passer sous les îles d'une île à l'autre, qui n'était pas très profond, etc. Mais c'était faisable. Alors, on a pu utiliser ce souterrain jusqu'en 1914, où il y a un bateau qui a perdu une mine en 1914, et cette mine a explosé sur le fond entre les 2 îles, et ça a fait des fissures, et maintenant il est rempli d'eau. Et alors, il faudra y aller avec un scaphandre, et vous y allez, vous partez du Grand Jardin, vous allez en scaphandre, vous débouchez pas à Saint-Honorat, parce qu'ils n'ont pas fini, je répète, les Espagnols n'ont pas fini d'arriver à Saint-Honorat. Mais en 1636, ils avaient la technologie, ils avaient les moyens pour faire un souterrain. Bon, alors, voilà déjà une réponse. Hein. Après, en effet, entre Cannes et les îles de Lérins, c'est Sainte-Marguerite ou Saint-Honorat, c'est hyper profond. Donc c'est une connerie totale de faire un souterrain qui part de Cannes. Vous faites un souterrain qui débouche par là dans des roseaux, dans des buissons, et puis vous arrivez à sortir. Mais de faire un souterrain qui passe sous la mer, c'est idiot. L'endroit où jamais personne l'a trouvé, jamais personne n'a dit qu'il avait existé, mais si on voulait faire un souterrain pour aller aux îles de Lérins, il faudrait du Palm Beach, du bout du Palm Beach, vous faites un souterrain et vous arrivez à Sainte-Marguerite. Mais jamais personne ne l'a vu, jamais personne, il n'y a rien qui nous dit que ça existait. Et donc, moralité, ça fait partie un peu des fables irréalistes, parce que vous faites un souterrain, en plus, ça vous servira à quoi? Oui, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de faire une œuvre monumentale pour rien, pour être envahi. En plus, techniquement, militairement, ça ne sert à rien. Alors, d'autres questions? Je ne sais pas, on est dans notre heure. De quoi? Oui, alors là, on était à la limite de la vieille ville, Fortville. La rue, c'était la limite. Forcément, je ne dis pas le bureau ou ailleurs, etc., il y avait forcément des souterrains qui descendaient de plus haut, des maisons de plus haut, qui aboutissaient ici. Ici, on était en l'endroit en bas pour faire sortir un souterrain, juste à quelques mètres de la limite, c'est tout à fait logique. Et il y avait des souterrains.
Alors, Il y en avait un ici. alors, il y en avait un ici, mais bon, après, c'est discutable. Pendant les travaux, vous pouvez le souterrain? Oui, bah, ça c'est une autre chose. Voilà. Mais non, non. Qu'est-ce que je... Alors, la cérémonie d'allégeance, je l'ai déjà parlé à ta conférence de janvier. Alors, la cérémonie d'allégeance, vous savez, l'association dont Marc est le digne président en chef, organise chaque année le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, à Saint-Honorat. C'est ouvert à tout le monde. Vous, allez-y, c'est très bien organisé, c'est très sympathique, c'est formidable. Il y a une cérémonie d'allégeance au seigneur du lieu, on en revient au seigneur du lieu, qui est le père abbé de Lérins. Voilà. Et il y a eu plusieurs actes d'allégeance, etc. Le premier qu'on a le texte, qui a été bien rédigé, avant c'était beaucoup plus simple, il date de 1448, mais il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, il a été modifié. Et c'est parce que c'est une époque où on commençait au niveau juridique à fixer les droits de tout le monde. Avant c'était le seigneur qui décidait ce qu'il voulait, et après on a commencé à mettre ça par écrit, donc à partir du XVe siècle. Et donc c'est cet acte qui liste tous les droits et devoirs du père abbé, enfin de l'abbaye et des canois. C'est réciproque, hein, c'est un contrat de mariage hein, entre les habitants du lieu et le seigneur du lieu. Alors on pétait l'impôt, le père abbé prend, par exemple, là je donne des détails, il prend un pourcentage sur les débits de boissons. Il y avait des débits de boissons dans les pèlerinages, ça a toujours existé, hein, au quai Saint-Pierre et tout ça, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des débits de boissons parce qu'il fait chaud, les gens aiment bien boire, hein, pastis ou pas pastis, mais, et donc le seigneur prenait un tiers des revenus sur les tavernes. Les canois avaient le droit de pêche, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait de transporter, il y avait des droits. Et il y avait également des tas de droits judiciaires. Parce que quand vous étiez un canois, vous faisiez une connerie, vous battiez les petites choses, c'était le seigneur qui son délégué, il avait un juge, c'était le seigneur qui vous jugeait. Vous étiez jugé à Cannes et vous étiez enfermé dans la chapelle Sainte-Anne et dans les souterrains sous la chapelle Sainte-Anne, la prison où on mettait les canois pour les petites choses. C'était à Cannes. Après, si c'était un crime de sang, si vous aviez tué quelqu'un, fait un avortement, enfin toute la longue liste, ou les trahisons, enfin les listes de toutes les choses considérées comme sérieuses, c'était à Grasse. C'était plus le seigneur, c'était plus l'abbé qui rendait la justice, l'abbé ou son représentant, hein, qui rendait le bail, qui rendait la justice. Et donc, pour les choses importantes, vous montiez à Grasse. Mais là, c'était... vous étiez arrêté, vous étiez jugé. Il y avait un gardien qui était en gros, on dirait de mise en examen, enfin au commissariat de police, un peu l'équivalent. C'était là, et les canois, dans les différentes négociations, c'est des petits détails, mais la vie d'un petit village comme Cannes, c'est ça qui est intéressant. Ils avaient obtenu dans cet acte d'allégeance qu'ils avaient le droit de venir voir les gens de Cannes qui étaient arrêtés parce qu'ils s'étaient battus, parce qu'ils avaient volé quelque chose, enfin ils avaient fait quelque chose d'illégal, mais pas très très grave. Ils avaient le droit de les voir enfermés donc, à la Castre et de venir leur apporter à manger. Donc, si vous voulez, ça a été... c'est des petits détails, mais ça vous change la rue. Alors, il y avait, dans l'acte d'allégeance, au niveau juridique, il y avait dans les problèmes, alors il y a la violence, il y a les gens qui sont sous, enfin, quelles que soient les époques, vous retrouvez ça. Mais il y a un article spécial, après un truc, à mon idée, qui existe toujours, mais qui est logiquement illégal, qui est illégal. Et à votre idée, visiblement, c'était un problème parce qu'il y a un article. Alors, ça se passait au lavoir. Précisément, c'était l'endroit où ça... Alors, les insultes, exactement. Les femmes se chamaillaient. Exactement. Il y a un article dans l'acte d'allégeance, c'est les femmes qui s'insultent et qui disent des... Oui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors voilà, c'est très étonnant. Il y a des choses étonnantes à Cannes. Alors là, vraiment, bon. Et donc, C'est bizarre. C'est des vestiges de l'histoire. Alors oui, c'est des vestiges de l'histoire. Et donc, c'est prévu, vous voyez, c'est des petites choses. Mais quand vous êtes au niveau local, ça
dans une petite... je dis pas que ça vous change la vie, mais enfin, ça vous encadre la vie. Et l'acte d'allégeance, Alors, Marc, avec raison tu le fais, et le père Abbé, vous refaites l'acte d'allégeance chaque année. En fait, c'était à chaque fois qu'il y avait un nouvel abbé. Parce que l'abbé de Léras, il était propriétaire de Cannes, de Mougins, de Pégoma, en gros, ils avaient, parfois c'était des petits villages, des hameaux, enfin, mais il y avait à peu près, je sais pas, 200 lieux dont il était le seigneur. Il y en avait en Catalogne, il y en avait en Auvergne, il y en avait à côté de Gênes. Alors si toutes les années il fallait qu'il passe et que ses sujets lui jurent fidélité, alors une bonne partie il envoyait quelqu'un d'autre, mais à Cannes c'était lui parce que c'était bon, il était là et il venait et bah ouais, oui. Bon, alors là je pense que c'est le signal de la fin. Hein. C'est le signal de la fin. De la fille de... Bon, on va s'arrêter faute de combattants ou faute de parapluie. Hein.